Mon nom est Valérie Royard, je suis directrice générale de la Société québécoise de la fibromyalgie. Ça me fait très plaisir de vous accueillir aujourd'hui, Journée mondiale de la fibromyalgie, avec notre président d'honneur et conférencier, Alain Moreau, à qui je vais céder la parole sous peu. D'abord, je voudrais vous faire un petit rappel. Au Québec, près de 200 000 personnes souffrent de fibromyalgie, une maladie chronique qui a été reconnue par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1992. La Société québécoise de la fibromyalgie regroupe 12 associations qui sont réparties à travers le Québec pour soutenir les personnes atteintes de cette maladie. Alors maintenant, je vais vous présenter notre conférencier, donc le chercheur Alain Moreau, qui va vous parler de sa plus récente découverte, la signature biologique laissée dans l'organisme par la fibromyalgie. Grâce à lui et à son équipe, il est maintenant possible de distinguer les biomarqueurs de cette maladie et un test pour la diagnostiquer pourra ainsi voir le jour, on l'espère. Professeur titulaire au département de stomatologie de la faculté de médecine dentaire et au département de biochimie et de médecine moléculaire de la faculté de médecine de l'Université de Montréal, le docteur Moreau est également directeur scientifique du laboratoire Visco-Gliosi en génétique moléculaire des maladies musculo-squelettiques au centre de recherche de l'Université Sainte-Justine à Montréal. Il est membre du conseil consultatif scientifique de l'Open Medicine Foundation et directeur du réseau de recherche interdisciplinaire canadien sur l'encéphalomyélite myalgique, un réseau de recherche national financé par les instituts de recherche en santé du Canada. Pour tous les membres de la SQF, je tiens à vous remercier sincèrement, Monsieur Moreau, d'avoir accepté d'agir à titre de président d'honneur en cette journée mondiale de la fibromyalgie et à nous présenter cette conférence. Donc, je vous cède tout de suite la parole. Bonne conférence. Merci. Merci, messieurs. Donc, aujourd'hui, je sais que le 12 mai est une journée à la fois qui nous réunit tous et qui affecte plusieurs communautés, que ce soit la communauté de gens atteints de fibromyalgie comme celles qui sont atteintes d'encéphalomyélite myalgique. Ce n'est pas nécessairement une journée de commémoration dans le sens de festivité, que je le comprends bien, mais j'ose espérer qu'au terme de ma présentation d'aujourd'hui, je vais vous donner beaucoup d'espoir et vous montrer qu'il y a eu quand même des avancées importantes pour non seulement mieux comprendre la fibromyalgie et en assurer un meilleur dépistage, mais aussi vers des solutions thérapeutiques éventuellement dans un proche avenir. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de vous rencontrer et de partager ce que nous avons fait au cours des dernières années dans le domaine plus spécifiquement pour aujourd'hui de la fibromyalgie. Donc, la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, reconnaître les multiples facettes de la fibromyalgie, c'est un challenge au quotidien pour de nombreux médecins, que ce soit des médecins de famille ou des spécialistes. Et donc, l'image que j'ai en tête et que je partage avec vous, c'est comme tenter de résoudre le cube de Rubik, mais avec des couleurs changeantes. Donc, si vous êtes déjà comme moi, pas tellement bon avec le cube Rubik traditionnel, donc vous pouvez vous imaginer que lorsque le clinicien doit faire face aux différentes facettes de la fibromyalgie, c'est tout un défi. Prochaine diapo. Donc, la fibromyalgie, ce n'est pas une maladie rare, c'est une maladie qui touche des millions de personnes dans le monde, qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé et qui, contrairement à l'encéphalomyélite myalgique, n'est pas médicalement orpheline puisque la rhumatologie, donc les rhumatologues, est la spécialité désignée pour diagnostiquer et prendre en charge les personnes qui en sont atteintes. Cela étant, le diagnostic qui est inclus sur des bases de symptômes cliniques est quand même très imparfait et qui amène son lot également d'errance médicale. Donc, on parle autour de 2 à 3,3 % de la population au Canada qui sont atteints
et à peu près presque 280 000 personnes au Québec. Le ratio entre hommes et femmes, donc c'est un autre exemple de maladie complexe qui touche davantage les femmes que les hommes. On dit de façon conservatrice que c'est le ratio de 2 pour 1. Dans certaines régions du globe, ce ratio-là est plus élevé. C'est une maladie, comme vous le savez, qui affecte tous les groupes d'âge, indépendamment de l'origine ethnique ou du statut socio-économique. Malheureusement, la cause de la fibromyalgie est inconnue et on la caractérise évidemment par une composante douleur intense au niveau musculaire, articulaire, qui, dans bien des cas, elle est diffuse, peuvent être contenues et entraîner une raideur. Il y a plusieurs symptômes qui se retrouvent dans la fibromyalgie qui chevauchent aussi ceux de l'encéphalomyélite myalgique, que ce soit le brouillard cérébral, des perturbations du sommeil causant une insomnie, également une fatigue profonde. Prochaine diapo. Donc, évidemment, pour mieux traiter, il faut mieux comprendre. L'un ne va pas sans l'autre et comment la recherche peut aider les équipes soignantes à surmonter les défis du diagnostic, que ce soit de l'encéphalomyélite myalgique ou de la fibromyalgie aujourd'hui en 2023. Donc, nous avons opté pour créer un test provoqué, donc une réaction standardisée qui va nous amener à révéler non seulement les symptômes les plus pertinents de la maladie, mais aussi révéler les mécanismes moléculaires sous-jacents. Donc, si on attend simplement quand les gens se présentent à nous, que ce soit une bonne journée ou une très mauvaise journée, ça peut être compliqué de bien comprendre ce qui se passe. Et c'est un des challenges qui explique pourquoi les tests de laboratoire communs, qui sont souvent prescrits, ne révèlent rien lorsqu'on analyse une personne qui souffre d'une maladie complexe. Donc, il faut trouver quelque chose de plus pertinent pour révéler ce qui se passe vraiment et qui est associé à un symptôme important. Donc, on a opté pour cette approche de manœuvre provoquée ici à l'aide d'une participation exceptionnelle de patients partenaires. Donc, ils m'ont bien expliqué que dans le contexte de l'encéphalomyélite myalgique, le malaise après effort était vraiment le symptôme cardinal de cette condition-là. Donc, comment créer ou recréer le malaise après effort, à la fois pour rendre les participants un peu plus malades, mais d'une façon sécuritaire. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, vous avez sur cette diapo-là un résumé un peu du protocole complet qu'on propose aux gens atteints d'encéphalomyélite myalgique. Et dans ces participants-là, on a aussi des gens qui ne le savaient pas, mais avaient plutôt la fibromyalgie. Donc, on utilise le même protocole et même plus récemment, ce protocole-là est utilisé pour les personnes atteintes de la COVID longue afin de justement révéler ce qui ne va pas. Donc, le protocole complet qui est sur une semaine, puisque les gens sont très malades, nos infirmières de recherche clinique se déplacent au domicile des participants. Ça nous permet pour une première fois d'évaluer des gens qui sont très malades alors que ceux-ci ne participent pas habituellement dans des études cliniques. Évidemment, on peut le faire seulement pour les participants qui sont dans la très grande région de Montréal parce qu'il y a une limite à ce qu'on puisse envoyer nos infirmières vers les 4 coins du Québec. Mais pour les gens de l'extérieur de Montréal et même qui viennent parfois d'autres pays, on peut concentrer tous nos tests en une seule journée. Et en fait, le test ne dure pas une journée, il dure quelques heures. Donc, en dedans de 3h30, 4 heures, on a fait l'évaluation complète. Mais on n'a pas le suivi sur plus d'une journée. C'est surtout pertinent pour les personnes qui sont atteintes d'encéphalomyélite myalgique parce qu'on sait que le malaise après effort va se développer de façon très variable d'un individu à l'autre. Donc, vous allez voir au cours de ma présentation, j'utilise des avatars, donc des petits bonhommes qui sont les mignons ici, qui représentent les changements d'état chez les personnes atteintes d'encéphalomyélite myalgique ou de fibromyalgie. Donc, au préalable, avant la première visite, il y a des questionnaires autodéclarés de santé qu'on demande aux participants de compléter pour décrire leur état de santé afin de bien cerner les principaux symptômes. Et lors de la première visite, l'infirmière va réaliser une mesure des fonctions cognitives avec un test qu'on appelle le Brain Check.
Et en même temps, on va avoir fourni aux participants une veste connectée intelligente, si je puis dire, qui s'appelle la veste ExoSkin, qui est développée par la Société québécoise Carré Technologies. Donc, cette veste-là, vous avez un exemple ici. Ça a l'air d'un truc sportif qui permet de monitorer en temps réel les changements au niveau du rythme cardiaque, du rythme respiratoire, du mouvement. Et il y a un algorithme qui a été développé par cette société-là qui nous permet aussi de caractériser les perturbations du sommeil lorsque le participant porte la veste. On demande que cette veste-là soit portée toute la nuit, donc au moins 20 heures sur 24 pendant la durée de l'étude. On ramasse aussi, on donne des petits plats stériles pour ramasser l'urine, la première urine du matin. On ramasse la salive et on va prendre une prise de sang à la première journée, lors de la première visite, pour établir les valeurs de base, de référence au repos lors de la première visite. À la seconde visite, donc vous voyez ici, on a marqué que la première visite était un lundi et la deuxième un mercredi, donc 2 jours plus tard. On reprend les prises de sang, la salive avant, mais après ce qu'on appelle un stress test, donc qui est notre challenge qu'on propose aux patients, donc qui va induire le malaise après effort. Et ici, vous avez sur la photo du bas une démonstration. Donc, on utilise un brasseur gonflable qui, dans les faits, va se gonfler, se dégonfler, et en oscillant, va appliquer au niveau du bras un massage thérapeutique. Donc, chez les personnes normales, en bonne santé, je devrais dire. Donc, cet appareil-là est homologué pour donner un massage mécanique thérapeutique. Mais chez les personnes atteintes d'encéphalomyélite myalgique, et vous verrez aussi chez les personnes atteintes de fibromyalgie, ça crée un exercice passif et les individus sont très calmement pendant 90 minutes dans leur lit, mais c'est comme si je le faisais courir un marathon pendant ce 90 minutes. Donc, 90 minutes plus tard, on reprend une prise de sang et dose échantillon. Et c'est pour ça que vous voyez que le petit bonhomme, le petit mignon, a l'air comme un peu surpris, parce que c'est là qu'on commence à induire le malaise après effort. Et on voit ce changement-là pendant quelques jours. Et à la troisième visite, le lundi suivant, donc 5 jours plus tard, on reprend les tests au niveau cognitif, on a tous nos échantillons, on récupère la veste avec son enregistreur et on demande aux participants, un petit peu plus tard, de remplir un autre questionnaire sur comment il a ces symptômes associés au malaise après effort. Donc, le DPMQ est un questionnaire spécifique pour le malaise après effort qui est appliqué de façon standardisée à tous les participants. Donc, on a testé, si j'inclus les COVID longs, presque 350 personnes depuis 2015. On n'a jamais eu d'incident regrettable à ce niveau-là, mais il est clair qu'on rend les gens un peu plus malades pendant quelques jours et la grande majorité d'entre eux reviennent à leur état de base, qu'ils avaient à la première visite. Pourquoi d'avoir ce test provoqué-là est important? C'est parce qu'on prend les gens à différents moments de leur maladie. Donc, il y a des gens qui ça fait 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qui sont affligés de la même maladie. On a des gens, un très grand nombre, qui prennent 9, 10, 12 médicaments différents. Donc, on doit neutraliser ces effets-là. Donc, chaque participant ici, que ce soit des sujets sains, sédentaires qu'on utilise comme témoins ou des participants atteints d'une maladie, que ce soit la fibromyalgie ou l'encéphalomyélite myalgique, bien, le changement après 90 minutes, bien, s'il est associé à une réponse associée à la maladie, bien, on va le voir indépendamment du nombre ou des différents médicaments qui sont prescrits habituellement pour soulager un certain nombre de symptômes des participants. Donc, ça, c'est avantageux à ce niveau-là. Et le fait qu'on puisse tester des gens très malades, donc en se rendant à leur domicile, on apprend beaucoup plus d'informations que d'avoir des gens qui sont faiblement ou modérément atteints de la maladie. Donc, on considère les deux groupes, mais c'est un avantage ici de pouvoir faire ce suivi-là. Et je pense qu'on est la seule équipe dans le monde à offrir un tel suivi pendant 1 semaine. Cela étant, pour les gens qui sont de l'extérieur de Montréal ou même de l'extérieur du pays, on concentre tous nos tests lors de la visite 2. Donc, on a suffisamment d'informations
pour être capable de déterminer un diagnostic et trouver éventuellement des pistes de solutions. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, parmi les pistes investiguées, compte tenu que les gens ne naissent pas avec la fibromyalgie ou ne naissent pas avec l'encéphalomyélite myalgique, donc c'est plutôt des conditions qui sont acquises. Donc, on a focalisé nos efforts sur l'interaction entre l'autre, donc une certaine prédisposition génétique, versus l'environnement, donc l'exposition à différents facteurs environnementaux, que ce soit l'exposition à des virus qui ont déclenché leurs conditions par la suite, des infections bactériennes comme la maladie de Lyme chronique ou l'exposition à des moisissures, des toxines découlant des moisissures ou même des métaux lourds ou différents facteurs environnementaux. Donc, on a cette interaction-là dans le cadre de la fibromyalgie et de l'encéphalomyélite myalgique. Donc, on ne peut pas revenir dans le temps, mais en regardant certains facteurs qui font le pont ici entre l'environnement et l'autre, on a porté notre attention sur de petites molécules qu'on appelle les micro-ARN. Donc, avant que je rentre plus en détail sur ce que sont les micro-ARN, je vous rappelle de base qu'on a tous au niveau de l'ADN. Donc, l'ADN est contenu dans toutes nos cellules. C'est là qu'on retrouve l'information qui font qui nous sommes. Et dans cette information-là, qui est présente dans toutes nos cellules, donc qui est notre grosse base de données, cet ADN-là va être décodé en fonction des besoins. Donc, si je suis un muscle ou une cellule musculaire, je vais activer les protéines nécessaires au bon fonctionnement du muscle et de renouveler mes cellules musculaires. Donc là, ici, on va voir la transmission d'un signal qui va être sous la forme d'un ARN messager, qui va être porteur de l'information. Donc, ce n'est pas toute l'ADN qui est décodé. Donc, il y a une activation de certains ARN messagers en fonction des besoins. Et cet ARN-là, ou ces ARN-là au pluriel, donc, qui amènent des instructions spécifiques pour former, par exemple, des muscles, bien, il va être décodé au niveau de la cellule par une usine, une machinerie qu'on appelle la machinerie ribosomale. Et cette machinerie-là va produire un produit fonctionnel qu'on appelle les protéines. Ces protéines-là vont, par la suite, vont pouvoir être modifiées et en fonction de leurs propres propriétés, vont se retrouver aux bons endroits, on se le souhaite, parce que lorsque les protéines ne sont pas en bonne quantité, en trop grand nombre ou pas assez, ou on les retrouve modifiées et accumulées dans d'autres compartiments de la cellule, bien évidemment, c'est là que ça cause la maladie. Donc, les micro-ARN, ici, sont encore beaucoup plus petits que les grands ARN messagers. Ils vont aller s'accoler à la partie terminale des ARN messagers et ce faisant, vont, en s'associant aux ARN messagers, vont bloquer leur traduction par la machinerie ribosomale. Donc, la résultante de cette action-là va faire que nos protéines vont chuter. Donc, si on a une élévation de certains micro-ARN, on va perdre rapidement certaines protéines. Donc, c'est un mécanisme de contrôle très puissant qu'on appelle un mécanisme épigénétique ici et qui peut survenir à différents moments pour différentes raisons. Les hommes, les femmes aussi, parce qu'on n'a pas les mêmes hormones sexuelles. On va avoir aussi une modulation de certaines de nos micro-ARN en fonction de nos niveaux d'estrogène ou de notre niveau de testostérone. Au même titre qu'en fonction de si on est infecté par des virus, évidemment, ça va changer, au même titre que si on a une exposition environnementale à des produits chimiques. Ça aussi, ça peut résulter à une perturbation de nos micro-ARN. Il faut dire qu'il y a à peu près 2500 micro-ARN chez l'être humain mature et ces micro-ARN-là, un seul micro-ARN peut aller cibler jusqu'à 200 ARN messagers différents et un même ARN messager, donc un même gène, peut aussi être ciblé par plus de micro-ARN. Donc, très petit, mais très puissant comme régulateur. Donc, c'est là-dessus qu'on a porté nos premières études pour comprendre cette interaction-là entre des maladies complexes et l'environnement. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, sans rentrer dans le détail technologique de la méthodologie utilisée, on a pu avoir, grâce à le support de différentes associations et réseaux,
accès à des personnes avec un diagnostic d'encéphalomyélite myalgique, donc ici MI pour myalgic encephalomyelitis, ou des gens qui avaient la fibromyalgie. On a utilisé au départ la biobanque de la population du Québec qui est contenue dans Carthagène. Et on a aussi eu des contrôles sains sédentaires, donc on ne veut pas comparer nos populations de personnes malades avec des athlètes. On veut prendre des gens vieillissants avec différentes comorbidités qui vont refléter davantage la réalité. Et on sait pertinemment que la fibromyalgie peut être aussi une comorbidité associée à l'encéphalomyélite. Donc, on avait aussi ces différents groupes-là. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont les nombres et entre parenthèses, la distribution femmes-hommes. Donc, dans chacune de ces catégories-là, il y a davantage de femmes et d'hommes. Et je vous dirais même dans les contrôles sains sédentaires, il y a beaucoup plus de femmes qui participent aux études cliniques parce que les femmes sont beaucoup plus ouvertes à leur participation à la recherche. Donc, c'est une bonne chose et on souhaite beaucoup encourager les hommes à participer parce qu'ils ne sont pas immunisés contre ces maladies-là, au contraire. Donc, on mesure différents paramètres grâce au questionnaire. Je vous expliquais qu'on récoltait les plasmas découlant des prises de sang avant et après l'utilisation d'un stress test. Et pour faire une histoire courte, on va extraire dans le plasma les micro-RN qui sont très faciles à extraire et stables. Et par différentes approches, donc le qPCR, vous savez par tous que le qPCR est utilisé dans les laboratoires de diagnostic clinique. On l'a tous appris avec la COVID-19, hein, les fameux tests PCR. Bien, on utilise exactement la même technologie ici. Pourquoi c'est important? Justement, pour être capable de transmettre ce qu'on a découvert au laboratoire le plus rapidement possible vers la clinique, donc en utilisant des appareils qui sont utilisés de façon très commune, avec lesquels on est capable maintenant de faire du diagnostic en médecine moléculaire. Évidemment, on a développé des algorithmes. Donc, c'est ce qu'on appelle par machine learning, ou si vous préférez, on peut mettre ça sous le grand vocable de l'intelligence artificielle, mais ça nous permet de comprendre et de voir l'effet de lorsque je combine différents micro-RN, que ça augmente ou ça diminue, j'arrive à des profils qui me donnent une signature associée à une maladie donnée, et c'est cette signature-là qui est utilisée à la fois comme test diagnostique et test pronostic. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, on a fait en 2020 un premier papier qui a gagné un prix auprès de la revue Scientific Report. Donc, on a fait le top 100. Donc, on s'est retrouvé parmi les 100 publications scientifiques publiées en 2020. Donc, 100 parmi plus de 29 000 publications. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, des papiers qui ont été téléchargés par différents lecteurs. Et qu'est-ce que ce papier raconte là? Il raconte la découverte de 11 micro-RN que vous voyez ici dans le schéma en couleur. Donc, les 11 micro-RN sont illustrés en bleu poudre, en bleu pâle. Donc, vous les voyez ici. Ils ont tous des petits noms qui commencent par MIR avec des chiffres et des lettres. Donc, c'est un peu un code postal qui les désigne de façon très spécifique. Et vous voyez en bleu que ces micro-RN-là vont cibler donc des gènes qui sont connus. Donc, soit parce que c'est prédit que ces micro-RN-là, ou soit que c'est connu. Donc, on utilise une base de données qui nous permet de faire cette figure-là et d'aller identifier des cibles connues ou prédites. Donc, ça nous permet non seulement de voir la pertinence biologique de ces micro-RN-là, mais aussi d'identifier potentiellement des cibles d'intérêt thérapeutique ici. On voit ici en rose et en jaune aussi les fonctions de ces gènes-là, donc dans ce qu'on appelle des voies comme telles. Donc, on n'est pas surpris de voir qu'un certain nombre de ces gènes-là sont associés à la fatigue, qu'elle soit physique ou mentale, au même titre de perturbation du rythme circadien, des troubles associés au sommeil, du métabolisme, notamment le métabolisme des lipides, et même chose au niveau de troubles au niveau des fonctions de la mitochondrie. La mitochondrie, je vous rappelle, c'est nos petites usines à énergie au niveau de nos cellules. Et donc, on voit tout de suite rapidement que ces micro-RN-là et les gènes qui sont ciblés, évidemment, ce n'est pas complet, c'est juste une figure dans sa forme la plus simple, sont associés à des gènes importants, des pathways importants qui touchent l'encéphalomyélite myalgique ici.
Donc, qu'est-ce que ça nous a permis? Un, d'établir un premier test diagnostic moléculaire objectif. Deuxièmement, ça nous permet aussi de stratifier les personnes atteintes d'encéphalomyélite myalgique en 4 clusters qui sont associés à différents symptômes ou la sévérité de certains symptômes. Donc, vous avez ici les 4 clusters et qu'est-ce qui est illustré en A, B, C ou D? C'est la variation du niveau, donc de la concentration, si vous préférez, de chacun des micro-ARN après la stimulation de 90 minutes et l'état initial. Donc, vous voyez par exemple que dans le cluster 3, dans le panneau C, ici en bas, bien, toutes les micro-ARN sont augmentées après la stimulation de 90 minutes, essentiellement, alors que dans le cluster D, on voit une diminution de tous les micro-ARN et dans les clusters 1 et 2, bien, c'est un mélange des deux. Donc, ça nous permet de faire un certain pronostic sur les symptômes et de qualifier les personnes qui sont atteintes et ça devient drôlement important pour la suite. Donc, prochaine diapo. Donc, un exemple, donc au-delà du diagnostic, au niveau du pronostic, donc je vous présente ici un seul micro-ARN, le MIR6819-3P. Ce MIR-là, entre autres, va cibler un récepteur de la famille TOL qu'on appelle TLR3. Et ce récepteur-là est la cible d'un traitement d'une molécule, son nom commercial, c'est Amplygene, qui a pour objectif, lorsque cette petite molécule va stimuler le TLR3, donc de rebooster, si je peux dire, votre système immunitaire. Donc, vous comprenez ici que cette molécule-là, Amplygene, va fonctionner seulement si on a du TLR3 à la surface de certaines de nos cellules, notamment les macrophages, entre autres, et d'autres lymphocytes. Donc, si on a des patients qui ont des niveaux élevés du MIR6819-3P, bien, on va abolir la présence de TLR3 ou la réduire très, très, très drastiquement. Donc, ce qui nous fait dire aujourd'hui que 75% des personnes atteintes d'encéphalomyélite myalgique ont peu de chances de répondre au traitement Amplygene, alors qu'il en reste quand même 25% où ce MIR-là est diminué. Donc, ça, c'est un exemple de l'importance de la médecine de précision, non seulement du volet, pour aller du volet diagnostique, mais pour aller aussi vers le volet thérapeutique. Donc, on a cette capacité-là. Évidemment, ici, c'est une prédiction, ce n'est pas une démonstration comme telle, mais on est en discussion justement avec la compagnie qui produit l'Amplygene pour valider déjà nos affirmations. Donc, on espère travailler avec de plus en plus de compagnies pour montrer ce point-là. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, on s'est intéressé à voir justement jusqu'à quel point notre panel diagnostique de 11 micro-ARN pourrait être utile pour discriminer entre l'encéphalomyélite myalgique et la fibromyalgie. Pourquoi? Bien, parce que les symptômes dans les deux conditions se chevauchent et que l'encéphalomyélite myalgique et ou la fibromyalgie peuvent être une comorbidité de l'une ou de l'autre. Donc, et on savait pertinemment qu'il y avait des patients qui avaient les deux conditions. Et évidemment, quand vous avez les deux conditions, vous êtes souvent plus mal en point que lorsque vous souffrez uniquement d'encéphalomyélite myalgique ou de fibromyalgie. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici. Les MIR29A3P, 155P et 374B5P avaient déjà été identifiés dans d'autres populations ayant des niveaux très diminués, notamment au niveau du liquide céphalorachidien. Donc, c'est le liquide qui circule au niveau de la moelle épinière, chez les personnes atteintes de fibromyalgie. Donc, notre étude est l'une des premières, sinon la première, à répliquer ces résultats-là. Et on peut voir dans les panneaux A et B, entre autres ici, vous voyez que chez les personnes atteintes de fibromyalgie, donc c'est la troisième colonne dans les deux panneaux, on détecte à peine des niveaux d'expression, donc la concentration dans le sang de ces micro-ARN-là, donc ce qui était attendu puisque c'est ça qui avait déjà été démontré dans d'autres études. Et on voit que leur niveau est plutôt élevé au repos chez les personnes atteintes d'encéphalomyélite myalgique, alors que lorsque les gens ont les deux conditions, on a une forme intermédiaire, donc on voit qu'on est à peu près la moitié de la concentration qu'on retrouve chez les personnes atteintes d'encéphalomyélite myalgique.
On a regardé notamment dans les panneaux C et D si effectivement les gens qui avaient l'encéphalomyalgie et la fibromyalgie avaient beaucoup plus de douleur au niveau musculaire, donc à partir d'un des questionnaires, le DSQ. Donc, ce qu'on voit dans le panneau C, c'est qu'effectivement, de façon statistique, on a davantage de perturbations, donc de douleurs dans les gens qui ont les deux conditions. Et c'est la même chose au niveau des joints articulaires. Donc, il y a beaucoup plus de douleurs que par rapport aux gens qui ont simplement l'encéphalomyalgie versus HC veut dire Healthy Control, donc nos sujets sains. Prochaine diapo. Donc, ici, dans ce diagramme-là, on a présenté nos 11 micro-RN. Donc, vous avez déjà vu un diagramme. Donc, c'est au niveau A. Donc, ça, c'est pour l'encéphalomyélite myalgique. Donc, vous voyez les 11 micro-RN qui ciblent des gènes clés qui sont ici impliqués davantage au niveau du système immunitaire. Et en B, les mêmes 11 micro-RN, donc je vous signale toujours en bleu pâle, ce sont les micro-RN, et ceux qui sont encerclés en rouge, ce sont les trois que je vous ai mentionnés, qui étaient déjà connus dans le contexte de la fibromyalgie. Et on voit que l'analyse bioinformatique, en fait, a déjà sélectionné les gènes qui étaient pertinents pour la fibromyalgie. Mais ici, il faut penser à l'inverse. Donc, si l'élévation des micro-RN dans l'encéphalomyélite myalgique va amener une réduction des protéines, leur diminution va entraîner une augmentation des protéines. Et un des bons exemples ici que je peux partager avec vous, c'est la chimiokine CCL11, qui est ciblée, entre autres, par le MIR374B5P. Donc, on sait que cette chimiokine-là, donc c'est une protéine qui circule dans le sang, elle est très élevée chez les personnes atteintes de fibromyalgie. Donc, on a une pertinence ici biologique qu'on a pu mettre en lumière ici, qui nous a encouragé à continuer dans ce sens-là. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, ces travaux-là ont été publiés dans la revue Scientific Report en février dernier. Donc, l'article va très bien. On pense qu'il y a de très bonnes chances de faire le top 100 encore une fois. Donc, il y a au-delà de 11 000 téléchargements. Donc, je vous encourage à nous encourager à aller lire le papier, donc à aller voir par Google, c'est facile d'y avoir accès ou d'avoir par PubMed, donc à cette publication-là et de la télécharger. Donc, les deux vedettes de mon équipe qui ont travaillé sur ce projet-là, c'est Evgenia Nepotchatik et Dr. Yuri Karas, donc qui en sont les deux co-premiers auteurs. Donc, encore une fois, vous voyez ici les 11 micro-RN de A à K. C'est la même histoire. Donc, essentiellement, leur niveau d'expression, il est très diminué dans les gens atteints de fibromyalgie, très élevé chez les personnes atteintes d'encéphalomyélite myalgique et il nous donne un score intermédiaire lorsque les personnes ont les deux conditions. Et en L, vous voyez, c'est une courbe qu'on utilise pour déterminer la spécificité et la sensibilité. Donc, quand on a une courbe parfaite, l'air sous la courbe est de 1. Donc, pour la fibromyalgie ici, au repos, avec ces 11 micro-RN-là, on a un test qui nous donne la perfection. Donc, on est capable à 100% de prédire qui souffre de fibromyalgie et on a presque 100% pour ce qui est de le M et le FM, lorsqu'on a les deux conditions ensemble. Pour l'encéphalomyélite myalgique, on a toujours besoin de faire notre stress test, donc d'avoir cette variation-là entre 90 minutes et 0 au départ pour être capable d'établir un diagnostic parfait, puisqu'il y a une plus grande fluctuation simplement au repos. Prochaine diapo. Donc, c'est quoi l'importance de la médecine de précision? Bien, je vais vous donner un exemple réel. Donc, ce que vous voyez dans la voilette gauche, qui est la méthode diagnostique actuelle, qui est essentiellement par exclusion, hein, on élimine toutes les causes possibles pouvant expliquer l'encéphalomyélite myalgique. Bien, sur 112 patients ou 112 personnes qui sont venues avec un diagnostic clinique d'encéphalomyélite myalgique, on a appliqué notre méthode moléculaire, donc ce qui est à droite, et on a vu qu'on a quand même une distribution assez différente des individus. Donc, finalement, sur les 112, il n'y en avait que 75 qui avaient seulement l'encéphalomyélite myalgique. 74, donc quasi la moitié, avaient les deux conditions.
Et finalement, 27, donc on avait à peu près une erreur de 25 %. Donc, il y a 27 personnes qui avaient seulement la fibromyalgie. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas gravement malades, mais ça veut dire qu'on avait une erreur de diagnostic basée sur une méthode par exclusion. Donc, d'où l'importance d'utiliser des outils moléculaires objectifs. On a fait le même exercice pour les deux conditions. Évidemment, avec les deux conditions, il y avait finalement que 10 personnes qui avaient seulement l'encéphalomyalgie et 5 qui avaient la fibromyalgie. Évidemment, il y a toutes sortes de variétés. Il y a des gens qui avaient des Multiple Chemical Sensitivity, MCS, où on voit aussi des changements dans la distribution. Donc, pour un médecin qui soigne un patient comme un patient, le fait d'avoir la mauvaise étiquette, le mauvais diagnostic, peut entraîner des conséquences. Évidemment, il n'y a pas de thérapie dans les trois situations ici. Donc, ce n'est pas des conséquences mortelles ou graves, mais ça peut changer la suite des choses si on peut informer les gens précocement, notamment les équipes soignantes, sur ce qui pourrait être fait finalement si on sait maintenant que la personne est plutôt atteinte de seulement de la fibromyalgie ou seulement l'encéphalomyalgie. Prochaine diapo. S'il vous plaît. Donc, tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, ce sont des données qui ont été publiées. Et le reste de ma présentation va être des données non publiées. Donc, ce sont des résultats préliminaires et en cours de validation que je partage avec vous pour, encore une fois, vous faire la démonstration de l'importance de ces biosignatures et là, dans le contexte de la fibromyalgie. Donc, j'ai beaucoup parlé de l'encéphalomyélite myalgique, le fait que la fibromyalgie est une comorbidité et qu'on pouvait maintenant stratifier ou séparer ces conditions-là. Maintenant, je vais faire une démonstration à partir des résultats qu'on a générés, maintenant qu'on sait identifier qui souffre de quoi, pour vous montrer à la fois la pertinence et des avancées récentes. Donc, ce que vous allez voir dans les prochaines minutes, c'est une grande première mondiale. Prochaine diapo. Donc, je vous ai parlé qu'on mesurait les fonctions cognitives avec un test qui est validé, reconnu, qui s'appelle le Brain Check. Donc, c'est un test qu'on fait sur une plateforme mobile, qu'on peut faire sur le web, mais nous, on utilise un iPad et les infirmières passent le test qui dure à peu près une quinzaine de minutes. Donc, c'est comme des petits jeux. Et on mesure, vous voyez ici du côté gauche, vous voyez le rapport qui a été mis. Évidemment, les petits bonhommes, c'est moi qui les ai ajoutés. Donc, plus vous allez être vers le bas, donc plus proche que vous êtes de 0 du premier rang percentile, plus vous êtes malade ou il y a un défaut. Évidemment, si vous êtes à l'autre extrémité vers 200, vous êtes un génie. Il n'y a personne qui a eu 200 jusqu'à maintenant. Les plus hauts scores qu'on a eus tournaient autour de 125, 129. OK? Les personnes normales, la population normale qui a été testée, vont jouer entre 100, plus ou moins 15. Donc, le plus bas devrait être 85 et le plus haut, 115, puis ça joue là-dedans. Donc, ça, c'est la réponse normale chez des adultes vieillissants en santé. Donc, on mesure l'attention, la flexibilité mentale, les fonctions exécutives et la mémoire à court et à long terme. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici. Et pour chaque participant, on a ce rapport-là avant le stress test et après le stress test. Donc, je vous ai donné un résultat plus simple. Donc, ici, vous voyez 3 participants, donc 3 patients. Donc, les 2 premiers sont atteints de fibromyalgie et le 3e est atteint d'encéphalomyélite myalgique. Donc, ce que vous voyez à T0, c'est au repos, donc à baseline au départ. Donc, ce sont les mêmes questions. Donc, vous voyez le score global sur 200 et après ça, vous voyez les rangs percentiles. Donc, tout ce que vous voyez en rouge, c'est déjà une anomalie. Donc, c'est 15 percentiles et moins. Donc, ce n'est pas bon. Donc, on voit qu'on a ici, on est au 7e rang percentile, donc très bas pour la flexibilité mentale, pour le test de Stroop au niveau des fonctions exécutives. La mémoire, ça va bien. On voit tout de suite que le score descend suite au stress test. Donc, on a maintenant 3 anomalies, dont un délai dans la reconnaissance au niveau de la mémoire ici. Et on voit qu'on persiste à avoir des problèmes 5 jours plus tard, donc même si les autres fonctions semblent s'être normalisées. Ça, c'est un patient et vous voyez que l'autre patient, il n'y a aucun effet. En fait, il n'y a pas d'impact du stress test qu'on applique. En fait, il y a une meilleure performance qui s'améliore de fois en fois. C'est un peu normal puisque le patient n'est pas surpris par le genre de questions, mais ce n'est pas les mêmes questions.
Et on voit aussi que chez la personne ou le patient atteint d'encéphalomyélite myalgique, on a un score qui devient beaucoup plus bas et c'est surtout, pas toujours, mais c'est surtout la mémoire à court et long terme qui est rapidement affectée et même 5 jours plus tard, cette mémoire-là, vous voyez qu'elle est fortement diminuée. Donc, c'est important de pouvoir reconnaître et distinguer les patients. Donc, en fait, ici, ce patient-là représente un groupe de personnes atteintes de fibromyalgie, qui se comportent plus ou moins la même chose. Donc, beaucoup d'anomalies avant, après, et qui, dans certains cas, persistent même 5 jours plus tard, alors que ce groupe-là a peu ou pas du tout d'anomalies d'un point de vue cognitif. Et on peut les distinguer également vis-à-vis les personnes atteintes d'encéphalomyélite myalgique. Donc, autant je vous ai dit qu'on avait comme 4 grands sous-groupes chez les personnes atteintes d'encéphalomyélite myalgique basés sur l'utilisation de notre panel de 11 micro-RN, bien, on voit un peu la même chose avec les gens de la fibromyalgie. Hein. Les médecins qui traitent des personnes atteintes de fibromyalgie voient que ces patients-là ne sont pas tous les mêmes. Donc, d'un point de vue clinique, ils sont différents. Donc, on ne devrait pas être surpris qu'au niveau moléculaire, ils le sont également. Donc, ici, vous voyez qu'on capture déjà des différences en 2 groupes au niveau de la fibromyalgie. Donc, ça a été une découverte pour nous et on a exploité cette découverte-là. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, on a regardé, et ça, c'est des résultats récents de cette semaine d'un associé de recherche, le Dr Wissam El Remali, avec ma coordonnatrice de labo, Mme Anita Franco, et plusieurs autres qui ont contribué. Donc, ici, on peut voir que dans le groupe FM1, qu'on appelle le groupe sévère, donc, ils ont une signature cognitive distincte par rapport au groupe 2. Donc, on voit qu'on a à peu près la même distribution hommes-femmes, à peu près le même âge. Ils ont l'indice de masse corporelle, IMC en français ou BMI en anglais, à peu près le même. Puis, ils ont à peu près la même durée de maladie. Donc, il n'y a pas de différence entre les 2 groupes, notamment les groupes de fibromyalgie. Donc déjà là, ils n'ont pas de différence flagrante. Donc, lorsque le médecin reçoit ces gens-là à son cabinet, il ne peut pas se baser sur ce qu'il voit pour comprendre la maladie. Et vous savez comme moi que c'est justement, étant une maladie invisible, la fibromyalgie est complexe à diagnostiquer et à suivre son évolution. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'outils objectifs, qu'ils soient moléculaires, biochimiques ou pas, mais c'est ce que la recherche peut apporter ici. Prochaine diapo. Donc, on a regardé justement les différents domaines cognitifs. Donc, c'est ce que vous voyez sur la diapositive 17. Donc, lorsqu'on sépare les patients fibromyalgiques en groupes, donc le groupe 1 qui est le groupe sévère, donc qui est plus atteint, et le groupe 2 qui est modérément atteint. Donc, je vous présente ici les résultats après la stimulation de 90 minutes. Donc, on voit que quand vous voyez les petites astérix, ce sont des différences qui sont statistiquement significatives. Donc, plus il y a de petites étoiles, plus c'est important comme différence. Donc, vous ne devrez pas être surpris qu'on voit que le rang percentile est beaucoup plus diminué dans les fibromyalgies sévères du groupe 1 par rapport au groupe 2. C'est ce qu'on peut voir dans les différents panneaux, donc qui représentent les différents domaines cognitifs mesurés ici. Donc, ça confirme ce que je vous ai présenté de façon globale à partir des premiers exemples. Là, ici, ce sont les groupes, les patients qu'on peut regrouper. Prochaine diapo, s'il vous plaît. On peut voir ça aussi sur les questionnaires autodéclarés de santé, donc qu'on a demandé à nos participants de compléter bien avant qu'on commence les tests. Donc, ça, c'est au cours des 6 derniers mois, au meilleur de votre connaissance, une série de questions sur leur état de santé. Donc, on voit que le groupe 1, donc les fibromyalgies sévères, sont beaucoup plus fatigués. Donc, leur score est plus élevé, ce qui n'est pas une bonne chose. Il n'y a pas, le PM n'est pas, donc le malaise post-effort n'est pas significatif entre les 2 groupes. Même chose au niveau de la douleur musculaire ou même au niveau de la douleur au niveau de la cage thoracique, quoique ça peut être compliqué à interpréter ce dernier point. Prochaine diapo, s'il vous plaît.
On a également regardé au niveau de la faiblesse musculaire. Donc, la seule différence était qu'il y avait moins de faiblesse musculaire dans les patients fibromyalgiques du groupe 2, donc les moins sévèrement atteints par rapport aux personnes atteintes d'encéphalomyélite ou qui ont les deux. Il y avait quand même plus de brouillard cérébral chez les personnes du groupe 1 suite à notre stress test. Donc, information qui fait du sens puisque ces gens-là sont beaucoup plus affectés au niveau cognitif. Et globalement, ces gens-là du groupe 1, donc le groupe fibromyalgie sévère, rapportaient avoir eu un ensemble de symptômes beaucoup plus sévères associés à un genre de malaise après effort. Donc, c'est ce qu'on capture avec le DPMQ par rapport aux fibromyalgies qui étaient moins sévèrement atteintes. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a regardé aussi différents biomarqueurs biochimiques. Donc, on voit aussi des changements au niveau de certains d'entre eux. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on va les couvrir, mais disons que j'attire votre attention sur le fait qu'il y a une forte diminution de la thrombospondine au repos. Donc, si on regarde les deux derniers panneaux, entre les deux groupes de fibromyalgie, que ce soit au repos ou après T90 par rapport aux personnes atteintes d'encéphalomyélite myalgique avec ou sans fibromyalgie. Et ça, c'est d'intérêt. Je vais vous expliquer dans les prochaines diapos pourquoi. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, on regarde déjà au labo à peu près une vingtaine de protéines ou de biomarqueurs qui circulent dans le sang. Donc, ce sont des candidats d'intérêt pour nous dans le contexte de l'encéphalomyélite myalgique avec ou sans fibromyalgie. Donc, comme je vous expliquais, on les a regardés rapidement en vue de cette présentation-là dans les quelques patients fibromyalgiques qu'on avait. Mais aussi, on a regardé par rapport à une analyse protéomique. Donc, si on ne sait pas quoi regarder, on regarde le protéome dans son ensemble. Donc, je vous fais grâce des détails, mais ça, ce sont des travaux exécutés, des analyses par le docteur Yuri Karas et par Mme Atefa Moïsi dans mon laboratoire, qui est au doctorat. Donc, c'est son projet au niveau du profil, au niveau des protéines comme tel. Vous voyez dans le panneau A, qui est une analyse mathématique, on est capable de stratifier complètement les deux groupes. Donc, le groupe en rose, c'est le groupe des fibromyalgies sévères et le groupe en vert pomme ou vert pâle, qui est les fibromyalgies moins sévères. Donc, vous voyez que les deux groupes ne se touchent même pas, ils sont exceptionnellement éloignés. Donc, ça, c'est extrêmement rare quand on fait des analyses dans des maladies complexes. Et on peut, dans le panneau B, on peut identifier les protéines qui sont contributrices de ces différences-là. Donc, sans rentrer dans les détails techniques, on appelle ça le VEEP score. Donc, dès qu'on a une valeur de 1 et plus, on a une valeur significative, une différence significative. Et en résumé, si vous deviez regarder, donc chaque ligne est une protéine. Donc, vous avez le nom de la protéine. Et au bout, vous voyez, vous avez G1, G2. Donc, G1, ce sont nos fibromyalgies sévères, G2, les moins sévères ou modérées. Et vous voyez qu'ils ont des carrés de couleurs différentes. Donc, bleu, ça veut dire que c'est une diminution et rouge, c'est une augmentation. Donc, vous voyez que le comportement change constamment entre les deux groupes. Donc, les profils, ou si vous préférez, la signature, elle est très différente au niveau du protéome entre les deux groupes. Donc, encore une fois, c'est une information importante puisque, au-delà du diagnostic, certaines de ces protéines-là peuvent être des cibles thérapeutiques qu'on voudra considérer dans un prochain futur. Donc, la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, je vous donne un des exemples. Donc, une des protéines qui est légèrement augmentée alors qu'elle est diminuée significativement dans les fibromyalgies de groupe 2. Donc, vous voyez les deux allures. Donc, ici, on a la valeur différentielle après le stress test et avant, donc T90 moins T0. Donc, on voit un comportement différent. Et on a regardé qu'est-ce que cette molécule-là faisait, qu'est-ce que cette protéine-là fait. Donc, c'est une glycoprotéine. Donc, glyco veut dire qu'il y a des sucres qui se rajoutent sur cette protéine-là, mais elle est sécrétée dans le sang et a un rôle neuroprotecteur. Et il existe plusieurs isoformes, mais des études antérieures ont montré que chez les patients atteints de neuropathie périphérique non douloureuse, il y avait une diminution.
chez ceux-ci, alors que c'était pas diminué de façon significative chez les gens qui avaient des neuropathies périphériques douloureuses. Donc, vous voyez que le groupe 2 étant un groupe fibromyalgie moins sévère, ça ressemble beaucoup au portrait qui est décrit ici, alors que lorsqu'il n'y a pas de diminution, bien, on s'attend à avoir davantage de douleurs périphériques ici dans ce groupe-là. Donc, ça semble suivre le profil qui est discuté. D'autres études ont aussi mis en évidence des changements, notamment l'élévation de cette protéine-là, serpine F1, dans le liquide céphalorachidien, donc LCR, chez les personnes atteintes d'encéphalomyélite myalgique ou atteintes par le syndrome de la guerre du Golfe Persique versus des sujets sains. Donc, ça aussi, ce sont des conditions apparentées à fibromyalgie, au même titre que des gens qui avaient le syndrome de Sjögren, avec une fatigue élevée, très élevée versus ceux qui n'avaient presque pas de fatigue. Donc, il y avait aussi une élévation. Donc, il y a une pertinence biologique et clinique à la serpine F1, notamment en lien avec l'aspect neuropathique périphérique. Donc, encore une fois, c'est une piste qu'on va creuser davantage. Et encore une fois, je vous rappelle, ici, ce sont des résultats préliminaires qui sont toujours en cours de validation. Mais j'ai voulu vous donner un exemple pour montrer que ce qui a été fait puis la façon qu'on distingue les signatures semble avoir une pertinence biologique. Prochaine diapo, s'il vous plaît. On a regardé aussi au niveau d'autres changements épigénétiques, donc je vous ai déjà parlé des micro-ARN, mais on a aussi des changements au niveau de l'ADN des participants. Donc, on va parler de méthylation de l'ADN. Donc, ici, on a fait l'analyse du méthylome. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on change, donc sans créer de mutation, on a tous des modifications, ne serait-ce qu'associées au vieillissement ou à certaines conditions ou à l'exposition environnementale à certains facteurs, produits chimiques, virus, qui vont entraîner des changements temporaires qui vont peut-être rester de façon plus permanente au cours du temps. Et ces changements-là vont entraîner de la présence de groupements méthyl et on les retrouve dans des sites qu'on appelle CPG. Donc, ce sont des cytosines guanines qu'on retrouve. Donc, lorsqu'on méthyle beaucoup, donc c'est ce que vous voyez ici au niveau du panneau lumineux là, de circulation. Donc, lorsque c'est rouge, parce qu'il y a plusieurs méthyles, bien, ça va entraîner une réduction importante de l'expression d'un gène. Donc, là, on va perdre l'expression du gène, on n'aura pas d'ARN messager, mais on n'aura pas de protéines. À l'inverse, lorsque c'est déméthylé, donc lorsque c'est au feu vert, bien, vous voyez que ce gène-là va être surexprimé, même augmenté. Donc, ça peut expliquer des différences. Donc, ici, on a regardé dans une étude très, très récente où, encore une fois, le groupe fibromyalgie sévère, le groupe 1 versus le groupe 2. Donc, on a identifié des changements et ici, on regarde à la fin, donc les deux derniers sites sont les sites qui ont le plus de changements significatifs dans le cadre, encore une fois, de cette étude-là. Et on a identifié un gène, le gène CACNB2, où il y avait une hyperméthylation, donc il était plus méthylé. Donc, c'est ça que ça veut dire ici par rapport à la valeur. Donc, vous voyez le 0,279 versus 0,149. Et à l'inverse, on avait une autre région proximité de gène qui, on appelle une région intergénique ou IGR, où là, on avait une plus forte méthylation. Donc, on était chercher qu'est-ce que ces gènes-là pouvaient apporter à la compréhension de la fibromyalgie, en tout cas pour tout de suite. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, sans rentrer dans les détails, donc les deux sites sont marqués. Donc, le premier site qui est associé au gène CACNB2, donc c'est un gène qui est un récepteur calcique. Donc, des mutations sont associées à des troubles comme l'autisme, le déficit d'attention, la dépression majeure et la migraine. Donc, évidemment, la migraine est un phénotype qu'on retrouve aussi chez certains patients atteints de fibromyalgie. Donc, évidemment, ici, on ne parle pas de mutation, on parle juste d'une altération du niveau d'expression. Donc, il y a d'autres mécanismes qui sont en jeu, au même titre que je vous ai montré au niveau cognitif que le groupe 1 chez les gens atteints de fibromyalgie avait des problématiques d'attention également, donc qui pourraient reproduire certains éléments communs avec les gens qui ont des troubles de l'attention, sans être nécessairement un trouble de l'attention. À l'inverse,
toujours dans le groupe 1, donc l'hyperméditation de l'autre site, pourrait entraîner aussi des altérations cognitives associées à peut-être une sténose athéromateuse intracrânienne. Ça reste à être démontré comme tel. Encore une fois, ici, on ne parle pas de mutation, on parle juste d'une altération de l'ADN qui va entraîner une modification dans l'expression de certains gènes qui vont être contributeurs de ces troubles. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Toujours en termes de signature, et souvent les gens me demandent comment c'est possible qu'un appareil qui donne des massages thérapeutiques puisse entraîner des perturbations importantes, puis à quel point notre approche, notre challenge, il est significatif et comment on peut en faire la démonstration. Donc, évidemment, on peut en faire la démonstration par les différents biomarqueurs que je vous ai montrés, incluant les micro-ARN, mais on peut aussi physiologiquement faire la démonstration. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc, vous avez ici un exemple où on applique pendant le stress test, donc des électrodes frontales sur le front des participants. C'est ce que vous voyez ici avec une machine qui mesure ce qu'on appelle, dans notre jargon compliqué, la Near Infrared Spectroscopy. Donc, qu'est-ce que c'est la spectroscopie par infrarouge ou près de l'infrarouge? Donc, ce qu'on voit dans le schéma du bas, c'est que l'appareil va émettre une lumière rouge qui va pénétrer suffisamment de quelques centimètres au niveau dans le front et va aller mesurer la réponse au niveau de l'hémoglobine qui est présent. Et en mesurant les changements de l'hémoglobine, parce qu'on est capable de mesurer l'hémoglobine totale, l'hémoglobine oxygénée, donc porteur d'oxygène ou désoxygénée, sans oxygène, on est capable d'établir le niveau d'oxygène cérébral. Et dans le cerveau, les niveaux d'oxygène, habituellement, vont se situer autour de 80-60 %. Ça, c'est chez les gens normalement en santé. Puis, lorsqu'on descend en bas de 60 %, c'est problématique. Et si jamais on monte en haut de 80 %, bien, ça veut dire que nos cellules du cerveau n'utilisent pas d'oxygène. C'est aussi problématique. Alors que lorsqu'on vous met à l'hôpital un pulse-mètre, donc au bout du doigt, puis on mesure votre oxygène, normalement, l'oxygène devrait, périphérique, devrait être toujours proche de 100 % et lorsque vous descendez à bas de 93 %, l'infirmière s'agite puis vous avez une visite de l'inhalothérapeute habituellement. Donc, très différent au niveau du cerveau parce qu'on a un afflux de sang veineux, donc faible en oxygène, et de sang artériel riche en oxygène. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes atteintes de fibromyalgie? Donc, vous voyez dans un vrai cas, donc un patient FM 198, donc, on mesure côté droit, côté gauche. Donc, les panneaux du haut sont les mêmes parce que ce sont les valeurs L pour left, puis R pour right, donc au côté droit, donc en bleu, puis left en brun. Donc, vous voyez qu'au départ, donc en pointillé, c'est lorsqu'on ne part pas le stress test, on fait juste d'enregistrer pendant 5 minutes les valeurs. Donc, on est bien au fait que l'infirmière, les électrodes, l'appareil, tout qui fait ce bip-bip autour, ça crée un certain stress. Donc, on voit déjà des changements. Et en Y, donc, ce que vous voyez 80 vers 66, c'est le pourcentage d'oxygène. Et on fait la même chose à la fin. Donc, après les 90 minutes, on arrête pendant 5 minutes pour voir si les valeurs vont se normaliser. Donc, on voit que les deux côtés gauche et droite pour ce participant, ils sont pas mal les mêmes, mais il y a quand même une chute importante des niveaux d'oxygène cérébral. Hein. On part de 78, 79, puis on arrive à autour de 68. Donc, on est quand même encore dans la zone normale, mais on a eu quand même une bonne chute pendant le stress test. Et ce qu'on peut dire, et c'est pour ça que c'est important de regarder côté gauche, côté droit, c'est dans les deux cas ici, on a un changement asymétrique. Donc, on a une diminution du flot sanguin cérébral de 8 %. Comment on peut dire qu'on a une diminution du flot sanguin? C'est parce qu'on voit en mauve l'hémoglobine totale et en rouge l'hémoglobine oxygénée, et qui représente une diminution. Donc, la seule façon de diminuer, c'est qu'on a moins d'alimentation en sanguin au niveau du cerveau. Donc, le flot sanguin cérébral a diminué. Prochaine diapo. Donc, évidemment, je ne vous présenterai pas 300 analyses, mais je vais vous donner quelques exemples. Donc, vous voyez ici un participant contrôle qui, encore une fois, chez les sujets contrôle, on est oxygène cérébral très élevé, côté gauche, côté droit, pas mal le même niveau.
Ici, il y a une réponse à l'exercice, à la stimulation qu'on donne. Donc, vous voyez qu'il y a quand même jusqu'à 10% d'augmentation du flot cérébral. Et vous voyez un patient, le FM 198 que je vous ai présenté, et vous voyez aussi un patient EM 135. Ce patient EM 135-là, il y a aussi une augmentation de son flot cérébral, vu qu'on voit que l'hémoglobine totale et oxygénée est augmentée. Mais vous voyez comment le côté gauche et le côté droit sont très séparés. Et ça, c'est vraiment anormal. Donc, plus on voit que le côté gauche-droit est séparé, plus il y a des anomalies cognitives dans le fonctionnement. Donc, qu'est-ce qui explique ça? Quelles sont les conséquences de ça? On est probablement les premiers dans le monde à investiguer cet aspect-là. Donc, on est en train de bâtir notre base de données pour comprendre, mais ça, c'est une des particularités qu'on voit davantage chez les personnes atteintes d'encéphalomyélite myalgique par rapport à des personnes qui sont atteintes de fibromyalgie. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, évidemment, on s'est intéressé à des marqueurs. Je vous ai parlé tantôt de la thrombospondine. Donc, on a noté que la thrombospondine, qui est une molécule qui a plusieurs rôles dans l'organisme humain, est un facteur qui va être sécrété. Donc, on est capable de la mesurer. Donc, on voit ici à T0 au repos versus à T90 après la stimulation. Donc, il y a des différences entre les patients qui sont atteints de fibromyalgie. Donc, ici, on a mis tous les patients ensemble. On ne les a pas séparés. Puisque lorsqu'on les sépare, il n'y a pas vraiment de distinction. Mais vous voyez, pour faire une histoire courte, qu'il y a quand même une petite diminution après le stress test. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le patient? Il y a deux cas de figure qui se présentent à nous. Parce que la thrombospondine est aussi un vasoconstricteur, probablement un des plus puissants. Donc, lorsqu'il diminue, les vaisseaux vont s'ouvrir. Donc, c'est ce que vous voyez dans le schéma ici, le petit dessin. Donc, vous voyez que l'artère est beaucoup plus ouverte. Et à l'inverse, lorsque la thrombospondine augmente, et en fait, on devrait tous avoir des niveaux de thrombospondine le plus bas possible, normalement, chez une personne vieillissante, dans cinquantaine, soixantaine, on devrait être tous en bas de 5000 nanogrammes par millilitre, et peut-être moins. Donc, on a une vasoconstriction. Donc, dans les cas de figure où on a une forte augmentation, on va se retrouver avec plus de constriction et probablement un élément qui contribue au brouillard cérébral. Et à l'inverse, lorsqu'il y a une chute rapide, bien, ça va créer ce qu'on appelle une intolérance orthostatique. Donc, quand les gens sont debout, là, juste le long d'un mur pendant 5 minutes, puis ne sont pas capables d'être debout, ou même dans des cas extrêmes, de s'asseoir et de rester assis pendant quelques minutes, ils doivent tout de suite sentir ça. C'est deux choses l'une. Ils vont tomber inconscients parce qu'il y a une hypotension subite et violente qui se déclenche. Et dans certains cas, il y a une compensation par une augmentation du rythme cardiaque, donc une tachycardie, pour mettre de la pression dans les vaisseaux sanguins pour compenser ce malaise. Évidemment, ça va entraîner ce qu'on appelle le POTS, ou le STOP en français, qui est une tachycardie posturelle en réponse à cette situation-là. Donc, on a des évidences que la thrombospondine ou un changement subi de la thrombospondine peut être associé à ce mécanisme-là. Et ça va survenir non seulement chez les personnes atteintes d'encéphalomyélite myalgique, mais chez certaines personnes atteintes de fibromyalgie. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est un exemple réel qu'on a vu chez un de nos participants, où vous voyez que grâce à la veste Exoskin, je vous ai dit qu'on enregistrait les variations de différents paramètres physiologiques, dont le rythme cardiaque. Donc, vous voyez que cette participante-là a des niveaux extrêmement élevés, là, 25 000 nanogrammes par millilitre au départ. Suite au stress test, à 90 minutes plus tard, il y a une chute de moitié, on est à 10 000. Donc, il y a une ouverture des vaisseaux sanguins. Et chez cette participante-là, ce qui est arrivé, c'est que son rythme, et même s'il était sous bêta-bloqueur pour diminuer son rythme cardiaque, qui était autour entre 50 et 60, vous voyez during the stress test, dans le bleu pâle, vous voyez l'élévation et les pics pendant le stress test. Donc, la tachycardie se développait pendant le stress test et même par la suite, donc avec des pics qui augmentaient de plus de 30 battements par minute, nonobstant que cette personne-là était déjà sous bêta-bloqueur. Donc, ça nous permet, en regardant nos clusters de patients atteints par notre stratification de micro-RN, on a retrouvé davantage de gens dans le cluster B qui regroupe
plusieurs personnes qui ont aussi la fibromyalgie. Donc, il y avait plus de troubles orthostatiques, notamment de la tachycardie, versus dans le groupe de cluster 4, où ce sont des gens qui souffrent davantage de brouillard cérébral ou brain fog, si vous préférez. Prochaine diapo. Donc, évidemment, je ne rentrerai pas dans le détail de tous les biomarqueurs qu'on suit, mais certains sont plus excitants que d'autres, dont la sphingomyélinase acide 3B ou SMPDL3B. Je m'excuse, ils ont tous des petits noms compliqués comme ça, mais c'est une molécule qui a un rôle au niveau de l'immunité innée, donc qui participe dans la défense immunitaire au même titre qu'il joue un rôle dans les processus inflammatoires dans différents tissus. Donc, ici, vous voyez dans le premier panneau un exemple au niveau des macrophages, mais on la retrouve aussi au niveau des cellules musculaires et on a certaines évidences qui pourraient expliquer que la faiblesse musculaire observée chez certaines personnes atteintes de fibromyalgie pourrait impliquer cette molécule-là. Donc, c'est une molécule qui est ancrée à la surface et il arrive des événements où elle peut être libérée. Je vous montrerai des exemples. Donc, c'est une molécule qui joue un rôle important dans le métabolisme des lipides. Vous avez ici un exemple. Et certains de nos micro-RN, en bleu pâle ici, régulent directement ou indirectement cette molécule-là. Et on pense que le fait que cette molécule-là, elle n'est soit pas suffisamment produite, donc on en trouve très peu à la membrane, ou qu'elle soit anormalement clivée de la membrane et en circulation sanguine, expliquerait des anomalies au niveau de certains lipides, notamment les céramides, chez les personnes atteintes d'encéphalomyélite myalgique. Et une étude récente a montré, notamment chez les personnes qui souffraient de stéatose hépatique non alcoolique, qui est une maladie du foie qui affecte les personnes qui boivent peu ou pas d'alcool. Donc, nonobstant qu'ils ne boivent pas d'alcool, ils se retrouvent avec une cirrhose du foie et des complications importantes. Donc, la thrombospondine, TSP1, est élevée dans les cellules du foie et entraîne une perte de l'expression de ces SMPDL3B. Donc, on est allé voir cette relation-là entre la thrombospondine, que vous savez déjà très, très diminuée chez les personnes atteintes de fibromyalgie, et qu'est-ce qui arrivait à SMPDL3B. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, surprise, surprise, on voit effectivement, vous pouvez le voir dans le panneau A et B et C, une forte élévation chez les personnes atteintes de fibromyalgie, notamment les hommes, des niveaux circulants en SMPDL3B comparativement aux personnes atteintes d'encéphalomyélite myalgique ou qui ont l'encéphalomyélite myalgique et la fibromyalgie. Ce sont des travaux d'une de mes étudiantes au doctorat, Mademoiselle Bita Rostami. Donc, ça ici, c'est intéressant parce qu'on voit de façon globale la relation entre la thrombospondine et la SMPDL3B, mais ce qui va vous intéresser certainement davantage, la prochaine diapo, s'il vous plaît, c'est la relation de l'élévation des niveaux sanguins en SMPDL3B. On l'a démontré dans notre cohorte et ça, c'est une réplication de nos résultats dans une cohorte norvégienne, une collaboration avec le Dr. Øystein Flug, une cohorte norvégienne, où on voit que plus, dans le panneau A, plus les niveaux circulants de SMPDL3B augmentent, plus les symptômes sont sévères. On voit aussi une influence de l'âge, puisque cette molécule, sa libération, entre autres, est associée aux estrogènes. Donc, il n'y a pas de surprise de pourquoi les femmes, même les femmes en bonne santé, ont des niveaux plus élevés que les hommes. Donc, c'est ce que vous pouvez voir au niveau C, dans le panneau C. Donc c'est une molécule qui est à la fois pertinente pour le diagnostic et comprendre ce qui ne va pas avec les gens qui ont la fibromyalgie, mais qui devient aussi une cible thérapeutique de très grand intérêt pour nous. Prochaine diapo. Donc, j'ose espérer que je n'ai pas déclenché un brouillard cérébral chez ceux qui écoutent actuellement cette présentation-là ou qui l'écouteront par la suite, mais je pense que le message que j'aimerais vous convier aujourd'hui, c'est qu'il est temps de passer de la confusion à la clarté. Nous avons fait des avancées très importantes. Il va y avoir un nouveau langage que vous allez entendre peut-être, je ne sais pas, dans combien de mois. J'ose espérer plus en mois qu'en année de part de votre médecin traitant
qui va peut-être commencer à vous parler de vos micro-ARN circulants, de votre niveau d'oxygène cérébral, puis de votre fameuse molécule SMP-DL3B. Et suite à ces données-là, de pouvoir vous proposer des traitements qui sont plus spécifiques parce qu'il existe des médications ou des médicaments qu'on pourra repositionner parce que maintenant, on connaît des cibles. Donc, si on ne connaît pas, bien, on ne peut pas non plus les inventer. Donc, je vous encourage à rester à l'affût. La fibromyalgie, comme l'encéphalomyélite myalgique, va prendre de l'importance parce que maintenant, on est capable de mieux accompagner les équipes soignantes et de vous accompagner aussi dans la compréhension de votre fibromyalgie. Prochaine et dernière diapo. Donc, sur ce, je tiens à remercier l'ensemble des participants à nos différents projets de recherche, à nos collaborateurs, mon équipe de recherche qui est très nombreuse, les fondations qui soutiennent, notamment Open Medicine Foundation qui supporte ces travaux-là, et aussi certains donneurs anonymes pour leur support financier. Je vous rappelle que je ne travaille pas officiellement dans la fibromyalgie. Ce que je vous ai présenté, ce sont des travaux qui ne sont pas financés, qui découlent quand même de ce que nous avons fait avec l'encéphalomyélite myalgique et on espère avoir du financement additionnel. Et un gros merci à Mme Réard et son équipe pour me donner l'opportunité aujourd'hui de vous rencontrer et de vous présenter quelques lueurs d'espoir dans cette journée du 12 mai, parce que la fibromyalgie ne devrait pas être une insulte, une injure, mais devrait être une solution pour tous. Et c'est la recherche qui, je l'espère, va l'apporter. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Alors, merci beaucoup, Dr. Moreau, pour cette présentation extrêmement intéressante. Je vais prendre les questions maintenant que les personnes veulent vous adresser. Donc, la première question, si vous avez des questions, je vous invite à les publier dans le chat, dans le clavardage, en fait, sur le YouTube. La première question, c'est une question de Michel Homé. Est-il toujours possible de se joindre à cette étude? La réponse est oui. OK. On recrute toujours des gens atteints d'encéphalomyélite myalgique, de fibromyalgie et plus récemment de COVID long. Vous devrez comprendre que j'ai quand même une certaine limite pour le volet fibromyalgie dans le sens où ces travaux-là ne sont pas encore financés. Donc, on va faire notre maximum pour accepter le plus de demandes. On essaie de se concentrer aussi sur des demandes des cas les plus complexes pour lesquels les médecins sont découragés, ils ne savent plus quoi faire. Donc, on essaie de travailler avec eux. Donc, c'est comme tel. Donc, et on a une longue liste d'attente parce qu'on peut faire à peu près entre 3 et 5 patients quand on fait les protocoles longs par semaine. OK? Et vous devez aussi savoir que mon laboratoire, ce n'est pas un hôpital. Donc, ce n'est pas un département non plus de biochimie clinique. Donc, les résultats ne vont pas sortir stat. Donc, on essaie d'optimiser les coûts et la performance de mon personnel et de mes étudiants pour qu'on puisse sortir à temps les résultats d'une façon optimale, mais ça n'a rien à voir avec un laboratoire de diagnostic privé. Donc, la réponse courte est oui, on accepte les participants, mais attendez-vous à certains délais et les délais vont être surtout causés par l'absence de financement spécifique pour le volet fibromyalgie. La deuxième question de la ferme Golfine. Est-ce qu'un taux de ferritine élevé peut augmenter les symptômes de la fibromyalgie? Pour être bien franc avec vous, je ne le sais pas. OK. On n'a pas trouvé jusqu'à maintenant, mais encore une fois, je vous ai donné un aperçu très, très sommaire des protéines qui semblent être impliquées. Peut-être qu'au final, on va pouvoir se retrouver avec peut-être 3, 4 groupes ou sous-groupes de fibromyalgie. Donc, la ferritine ou d'autres transporteurs du fer ne sont pas encore sur nos radars. Donc
ma réponse à moi, c'est je ne le sais pas pour l'instant. La question de Nathalie Paget, peut-on passer ces tests actuellement? Vous y avez un peu répondu, mais je voulais... C'est ça. Encore une fois, les tests sont passés sous le volet recherche. Donc les tests ne sont pas disponibles commercialement. Nous avons entrepris ce qu'on appelle une demande d'homologation académique auprès de Santé Canada pour faire reconnaître la validité de nos tests pour les transférer éventuellement vers les laboratoires diagnostiques privés. Donc, que ce soit les laboratoires Biron, CDL, Dinaker, nommez ceux que vous aimez le plus. Donc, mais pour ce faire, si on n'a pas d'homologation, ce qu'il va faire, c'est que même si demain matin, ces laboratoires-là privés voudraient offrir le test et les tests sont disponibles dès maintenant, le fait de ne pas avoir cette homologation va empêcher les assurances de rembourser les patients. Et à ce moment-là, les gens devront payer d'eux-mêmes les frais occasionnés. Donc ça, c'est une des barrières au transfert vers le privé de ces tests-là. Donc, pour l'instant, ce sont mes subventions de recherche qui assument les coûts et c'est toujours gratuit. Et c'est toujours une participation volontaire, évidemment. Donc, les gens, même ceux qui ont dit oui, peuvent en tout temps se retirer et nous demander aussi d'éliminer leurs échantillons et les données. Donc, ça, c'est nos infirmières de recherche clinique qui vont vous expliquer le protocole, le formulaire de consentement en détail afin d'obtenir un consentement éclairé. Martine Bérère. Participer et vont voir les résultats dans le cadre de publication de façon agglomérée ou dans le cadre de présentation comme je viens de faire aujourd'hui. Par contre, nous sommes bien au fait des problématiques de santé. OK? Donc, on a ouvert avec une autorisation de notre comité d'éthique sur le fait qu'il arrive des cas problématiques où souvent, c'est même, ça part du médecin traitant qui nous demande ou qui nous réfère le patient, son patient ou sa patiente du côté recherche. Et à ce moment-là, on procède à une deuxième étape, à savoir que, le patient doit nous donner une autre autorisation par écrit, comme quoi qu'il accepte que ses résultats de recherche soient partagés avec son médecin traitant et que le médecin traitant accepte de recevoir les résultats de recherche, mais conditionnellement à ce qu'en aucun temps les résultats de recherche soient mis dans le dossier médical du participant. Donc, de notre côté, ce sont des participants, du côté du médecin, ce sont des patients, parce que ça pourrait porter éventuellement préjudice aux participants, donc aux patients, si, par exemple, les assureurs ou une tierce partie avaient accès au dossier médical dans le cadre d'une contre-expertise. Et à ce moment-là, des fois, juste le fait de participer à un projet de recherche, même comme sujet témoin, pourrait entraîner une problématique. Donc, au Canada, il est interdit aux assureurs de demander à qui que ce soit s'ils participent à un projet de recherche, indépendamment de la nature du projet de recherche. Par contre, si le dossier recherche se retrouve, même accidentellement, dans le dossier du patient, les assureurs ont le droit et ils peuvent exiger de leurs participants d'avoir accès à leur dossier médical dans le cadre d'une contre-expertise. Et c'est là qu'on ne veut pas que ça vienne. Donc, il y a certaines conditions qui doivent être réunies pour que ça fonctionne. Et actuellement, je vous dis tout de suite, avec ce qu'on a comme demande et COVID long, j'ai presque 12 mois de retard dans l'émission des rapports scientifiques. Et encore une fois, c'est la réalité d'un laboratoire de recherche versus un service de biochimie clinique où les rapports doivent sortir entre 24 heures et 3 semaines. Là. Donc, vous voyez que même dans le système de la santé, des fois, les rapports prennent excessivement beaucoup de temps. Bien, imaginez-vous du côté recherche, alors qu'on n'est pas organisé dans ce sens-là. Et soyez assurés que je prends ces demandes-là extrêmement au sérieux parce que on sait que les tests courants ne révèlent rien. Donc, d'où l'importance que la recherche
va amener une meilleure amélioration des soins, une meilleure information. Donc, on essaie d'aider dans la mesure de nos moyens. Longue réponse à une question courte, mais je suis très, très sérieux dans cette réponse-là. Alors, monsieur ou madame Gagnon vous demande, est-ce que les médecins auront bientôt vos informations? Les médecins ont accès à ces informations-là parce qu'ils en demandent. Je fais beaucoup de formations en éducation médicale auprès de différentes spécialités de médecins. Récemment, il y a eu un article qui était, je pense, extrêmement bien écrit sur nos travaux, sur nos tests sur la fibromyalgie et l'encéphalomyélite myalgique dans le magazine Le Médecin du Québec, qui est le magazine que tous les médecins de famille, donc tous les omnipraticiens reçoivent. Il y a 48 heures, il y a eu un autre article dans Profession Santé qui est destiné aux professionnels de la santé à ce sujet-là. Donc, ça, ce sont des avenues qui rejoignent beaucoup, beaucoup d'individus pour les sensibiliser à ça existe. C'est encore malheureusement du côté recherche, mais ça existe, c'est disponible. Ils peuvent me contacter s'ils ont des questions. Et on fait aussi beaucoup de formations médicales, tant au Québec qu'ailleurs au Canada et ailleurs dans le monde. Mais il va falloir qu'on me clone pour être capable de rejoindre le plus de médecins possible parce qu'il y a une certaine limite à ce que je peux faire. Donc, le réseau I Can See Me que je dirige a un groupe de travail à ce niveau-là qui va contribuer à avancer l'éducation médicale, notamment vers les soignants, mais aussi il y a une certaine éducation médicale à faire vers les personnes qui en sont atteintes. Et on va continuer. Bougez pas. En fonction des trouvailles, quels médicaments jugez-vous prometteurs? Je ne veux pas me commettre sur des réponses, OK, parce que premièrement, vous allez les essayer sans savoir dans quel sous-groupe vous vous retrouvez. Donc, on ne fait jamais ça. Donc, ça va à l'encontre complètement de ma présentation d'aujourd'hui. Hein. Je vous ai parlé de médecine de précision. Donc, il n'y aura pas de recette pour un groupe donné. Donc, c'est pour ça qu'on doit, par la même méthodologie, la création de ce stress test-là qui nous révèle plus d'événements, on a trouvé des marqueurs qui sont anormalement élevés, anormalement bas. J'en ai présenté quelques-uns. Il y a des molécules qui peuvent aider à normaliser ces marqueurs-là. Et je pense que le futur va venir vous montrer comment c'est compliqué. Prenez un exemple du diabète. Hein, le diabète, on sait, c'est un manque d'insuline, le diabète de type 1, ou le fait que dans le diabète de type 2, c'est qu'on a de l'insuline, mais le corps ne répond plus à l'insuline. Donc, il faut trouver d'autres moyens pour diminuer le taux de sucre, donc la glycémie dans le sang. Assez simple, hein? C'est connu depuis plusieurs décades. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben, on ne vous dit pas, ben, vous injectez de l'insuline une fois par jour, puis ça va être correct. Hein? Vous devez suivre votre glycémie, puis là, on est parti des petites bandettes à le faire plusieurs fois par jour, puis se piquer sur le bout du doigt où c'était désagréable, à avoir cet appareil-là où on mesure la glycémie dans le liquide interstitiel et on a une lecture instantanée sur son téléphone. Donc, le futur va venir aussi de ce côté-là, je pense, dans le sens où lorsqu'on va avoir identifié quelques marqueurs clés, on trouvera bien le moyen avec des collègues ingénieurs de pouvoir aller mesurer ces marqueurs-là en continu pour voir est-ce que votre drogue... Tu vois, ça m'a comme coupé, moi, avec. Est-ce que votre drogue fonctionne et est-ce qu'on doit la réajuster? Donc, le futur est là. Il y a des médications qu'on peut repositionner demain matin, qui sont bien connues de nos médecins, qui sont assez sécuritaires, qui ne sont pas prévues pour la nouvelle utilisation qu'on veut faire. Donc, évidemment, il va falloir faire des essais cliniques éventuellement, parce qu'actuellement, si un médecin décide d'utiliser le médicament B pour une autre utilisation thérapeutique, il le fait sous sa responsabilité professionnelle comme médecin. Et c'est correct, ils ont cette capacité-là. Mais à plus long terme, il va falloir vraiment engager la discussion de façon sérieuse avec les compagnies qui fabriquent ces médications-là pour être capable d'avoir des vrais essais randomisés pour montrer l'efficacité, montrer les limites, montrer l'importance
des mesures régulières pour avoir les bons dosages. Et tant pour l'encéphalomyélite myalgique que les gens qui ont fibromyalgie, il y a aussi des sensibilités accrues à certaines médications. Donc c'est tout ça qu'il faut intégrer pour répondre. Donc, ça, c'est une longue réponse pour vous dire que je ne donnerai pas le nom de molécule qui pourrait fonctionner aujourd'hui. Fait, on va aller dans une autre question. Quelqu'un fibromyalgique depuis plusieurs années peut développer l'encéphalomyélite myalgique et ou la COVID longue après avoir fait la COVID? Oui. Donc premièrement, la COVID longue, ce n'est pas une maladie en soi. C'est un état transitoire et qui va vous amener à soit aggraver vos symptômes déjà ou amener à développer. Donc, si vous souffrez de fibromyalgie et que vous attrapez la COVID et que finalement, ça se transforme en une COVID longue, vous pourriez développer l'encéphalomyélite myalgique comme comorbidité de votre fibromyalgie, comme vous pourriez développer une maladie respiratoire sévère qui va se rajouter à votre fibromyalgie. Donc, il y a différents types de séquelles à long terme suite à la COVID. La bonne nouvelle, je vous dirais, avec la vaccination, avec le fait que les derniers variants de la famille Omicron, ils sont plusieurs, là, ils sont, oui, plus infectieux, mais ils ont l'air selon Statistique Canada, de faire moins de dommages dans la COVID longue par rapport à la première vague de la pandémie où on n'avait pas de vaccination, où on a tous rencontré le variant Delta pour ceux qui ont attrapé la COVID et le variant Delta. Ça semble être une source de problèmes à long terme plus préoccupants, en tout cas avec la COVID longue, que peut-être les autres variants comme le dernier variant Omicron. Donc, on est en train de continuer à suivre ces événements-là, mais ça, c'est une chose. Mais vous pourriez attraper la grippe, vous pourriez attraper le West Nile virus, vous pourriez attraper la maladie de Lyme. Ce sont tous des infections pour lesquelles vous augmentez vos chances, surtout si vous avez développé une maladie sévère, de rajouter l'encéphalomyélite myalgique, par exemple, à votre fibromyalgie. Et à l'inverse, c'est aussi vrai pour les gens qui ont l'encéphalomyélite myalgique, d'avoir une autre infection à un moment donné, pourrait les amener aussi à développer la fibromyalgie comme comorbidité. D'accord, on va aller avec une autre question. Est-ce que vous faites de la sensibilisation au niveau des médecins? Oui, mais ça fait partie de ce que j'appelle la formation médicale. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les médecins viennent vers le réseau ACANCEMI, viennent vers moi et d'autres collègues, parce que maintenant, ils réalisent qu'il y a une science qui est solide, qu'il y a des résultats qui peuvent être utilisés comme levier pour améliorer la capacité de diagnostic ou de pronostic. Donc, moi, des fois, j'ai des appels de gens que je ne connais pas qui me disent « J'ai lu votre papier et maintenant, je vais accepter de voir des patients en neurologie alors que dans le passé, j'ai refusé systématiquement parce que je pensais que c'était une maladie imaginaire. » Donc, quand quelqu'un se donne la peine de m'appeler ou trouver mon adresse courriel pour communiquer ce point-là, je prends ça avec sérieux, puis je le mets dans la colonne des plus, parce que c'est important aux gens que vous connaissez au ministre. Vous pouvez aussi, je pense, cogner à la porte de la Société québécoise de la fibromyalgie si vous avez des dons, si vous voulez vous impliquer pour le volet financier. Donc, il y a différentes manières de faire avancer la recherche, mais le nerf de la guerre, malheureusement, c'est le financement de cette recherche-là, surtout que ce n'est pas une maladie rare. Donc, c'est une maladie qui touche un grand nombre de Québécois, même encore plus que ceux qui sont atteints d'encéphalomyélite myalgique. Donc, on doit joindre nos efforts ensemble pour être capable à la fois discriminer les éléments qui sont discriminants, puis aussi de comprendre les éléments communs. Donc, tout support est la bienvenue, puis je vous encourage de contacter avec Mme Rayard à la Société québécoise de fibromyalgie si cela vous intéresse.
Alors, c'est ça, une dernière question. En fait, peut-être deux dernières questions. C'est comment peut-on, bougez pas, ah non, excusez-moi, comment peut-on accéder au test? Comment peut-on, c'est ça, comment s'inscrire pour cette étude? Ben, pour l'instant, ça va vous paraître drôle, mais c'est de communiquer avec moi directement par courriel, OK? Et à ce moment-là, je vais vous référer à mon infirmière de recherche coordonnatrice, Mme Sophie Perrault, qui va prendre, à l'intérieur d'un moment de 10 jours ouvrables, devrait être capable de communiquer avec vous pour à la fois vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est comme test, comme je vous expliquais, mais aussi de voir à quel moment on peut vous céduler, puis on peut vous accommoder. Donc, c'est sûr que il y a des limites à ce qu'on peut faire. Donc, si la personne elle est alitée au lit 24 heures sur 24, il est peu probable qu'on puisse vouloir faire un stress test pour la rendre encore plus malade. On n'est pas non plus un hôpital, donc on n'est pas la porte d'entrée aux urgences ou aux services cliniques aussi. Donc, je veux mettre ça clair tout de suite en partant. Donc, et que si vous êtes dans un état très sévère, il y a deux choses l'une. Vous demandez à votre médecin de famille, si vous en avez un, de communiquer avec la clinique des maladies chroniques au CHUM, avec une requête pour vous prendre en charge et de confirmer le diagnostic ou trouver des solutions, parce que c'est un cas très complexe ou trop complexe. Donc, ça fait partie des critères que le CHUM pour cette nouvelle clinique-là considère. Ou si vous êtes vraiment très mal en point, puis j'insiste là-dessus parce que ça m'arrive aussi, présentez-vous aux urgences. Là. Attendez pas d'avoir une réponse du professeur Moreau par courriel pour statuer sur un état ou statuer sur votre participation. Et une des choses, outre mes infirmières qui vont vous rencontrer, qui vont connaître votre identité, en aucun temps, moi, je connais vos identités. Le seul temps où j'associe un nom à un identifiant anonyme, c'est lorsqu'il y a une demande d'un rapport scientifique, mais encore là, je n'ai aucune idée des gens et c'est nécessaire et c'est fait de façon volontaire. Donc, l'équipe recherche elle est complètement non connaissante de vos identités et c'est voulu comme ça par notre comité d'éthique aussi. Donc, seulement les infirmières qui sont des professionnels de santé sont en contact direct avec les participants comme tels. Et enfin, dernière question, quand est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un vrai test? Je pense qu'on a un vrai test. La différence, c'est quand est-ce que le test va être commercialement disponible. Exactement. Je vous ai parlé de l'homologation, le processus d'homologation académique que nous avons initié auprès de Santé Canada. Un scénario optimiste, si nos efforts vont porter fruit, va nous amener possiblement dans un horizon de 12 à 18 mois. Puis ça, c'est le scénario optimiste. OK? C'est sûr que si demain matin, les propriétaires de Biron Diagnostic ou d'autres compagnies décident de dire on veut l'offrir, quitte à ce que les participants vont devoir payer de leur poche sans possibilité de remboursement. Je vous le dis, là, on a tout le manuel de qualité qui rencontre les normes ISO 13425. On a les protocoles ready to go. Ils peuvent faire ça sur leur appareil PCR demain matin. Donc, encore une fois, si vous connaissez des gens qui sont dans l'industrie du diagnostic, vous pouvez les influencer, vous pouvez leur parler. Ça va être peut-être la meilleure façon d'arriver plus vite à ce qu'au lieu que ça prenne 18 mois, puis je vous le dis, là, ça c'est le scénario optimiste, si on peut offrir quelque chose de qualité et que l'industrie est prête à embarquer à offrir des services, bien, moi, je suis prête à travailler avec eux. Alors, je pense que ça fait le tour des questions. Un très grand merci, Alain Moreau, pour cette conférence passionnante. Il y a plein de commentaires. Wow, vraiment intéressant. Merci énormément. Merci, très intéressant, malgré les problèmes techniques, effectivement.
Donc, vraiment un grand merci. Je pense que vous répondez tout à fait aux questionnements des gens par rapport à la fibromyalgie et à ce futur test. Maintenant, je tiens à rappeler à tout le monde que la conférence a été enregistrée et va être disponible sur notre site web. Une personne demandait, moi j'aimerais ça la montrer à mon médecin. Donc oui, vous pourrez envoyer le lien et la montrer à votre médecin. Et encore une fois, c'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Moreau, pour cette présentation et vos recherches extraordinaires qui vont permettre à des gens atteints de fibromyalgie d'enfin être diagnostiqués clairement et précisément. Donc, un très, très grand merci. Je ne sais pas si vous avez un dernier petit mot à dire à la fin. Bien, écoutez, merci beaucoup pour cette opportunité. Je tiens à m'excuser pour moi aussi pour les petits troubles techniques, mais au final, l'important était de faire cette présentation-là et de vous montrer. J'aimerais que vous reteniez que ce n'est pas juste de l'espoir. Je pense que je me suis engagé plus à vous livrer des promesses. Donc, encore une fois, soyez à l'affût et je crois beaucoup aux partenariats patients, partenaires, chercheurs et cliniciens. Donc, si on veut changer les choses pour les maladies chroniques complexes comme la fibromyalgie, il faut qu'on travaille ensemble. Donc, c'est mon dernier message pour aujourd'hui. Donc, encore une fois, merci pour votre écoute et au plaisir de travailler ensemble. Alors, merci. Bonne fin de journée de la fibromyalgie à tout le monde. Et puis, soyez assurés que la Société québécoise de la fibromyalgie, on va travailler justement et on va suivre ça de très près. Alors, merci beaucoup tout le monde et au revoir.